Alors, bonjour à tous, je me présente, Dr Hélène, je suis rhumatologue à la clinique Beau-Soleil. On est 3 rhumatologues actuellement ici à la clinique Beau-Soleil. Il y a le Dr Sylvie Favre, le Dr Céline Vidal et moi-même. On m'a demandé de parler surtout d'ostéoporose. Je vous toucherai juste un petit mot sur la prise en charge aussi des métastases osseuses en fait, dans le cadre du cancer de la prostate. C'est vrai que la présentation là, elle est plutôt axée sur l'ostéoporose en général et après l'ostéoporose plus spécifiquement dans le cancer de la prostate. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ostéoporose? L'ostéoporose, c'est une atteinte au niveau osseux qui est quantitative et qualitative. Si on prend l'exemple ici d'un os normal et d'un os ostéoporotique, on va prendre une image, l'image par exemple d'un gruyère. Là, ici, on a un os qui est normal et l'os ostéoporotique, vous voyez, en fait, c'est un gruyère avec des trous qui vont être plus gros. Donc, il y aura moins de tissu osseux et les connexions qui se font entre les trous seront aussi plus fines, plus fragiles. Donc, cette atteinte à la fois quantitative et qualitative de l'os va entraîner une fragilisation du tissu osseux qui va être responsable de fractures pour un traumatisme qui est mineur. C'est une atteinte qui va être diffuse sur tout le squelette, qui va être totalement indolore jusqu'à ce que le patient présente une première fracture. Donc l'ostéoporose en soi, si vous n'avez pas de fracture, quand ils n'ont pas de fracture, les patients ils ressentent rien du tout. C'est pas douloureux. Ici, je vous ai mis l'évolution de la densité minérale osseuse au cours de la vie. On est avec une densité minérale osseuse qui est constitutionnelle. On va acquérir ensuite un pic de masse osseuse en fin de puberté. Et à la fin de la puberté, après la masse osseuse, elle fait que diminuer avec l'âge, ce qu'on appelle aussi la sénescence osseuse. Chez la femme, on a un décrocheté qui est un peu plus important à la ménopause en raison d'une carence œstrogénique. Alors, l'ostéoporose est un problème de santé publique sur plusieurs points. D'une part, par sa fréquence, par sa gravité et par son coût. Pour ce qui est de la fréquence, c'est une maladie qui est fréquente chez les hommes et chez les femmes. On a à peu près plus de 50 000 fractures du poignet par an, plus de 50 000 fractures de vertèbres par an et un peu plus de 70 000 fractures de l'extrémité supérieure du fémur par an aussi. On a des âges un peu de survenue des fractures. Plus les patients sont jeunes, ils ont habituellement d'abord des fractures de poignet, ensuite des fractures de vertèbres, et à un âge un peu plus avancé, aux alentours de 70-80 ans, ils vont avoir cette fracture du col du fémur, fracture de hanche. Alors l'ostéoporose, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler d'ostéoporose post-ménopausique, d'ostéoporose chez la femme, mais ça ne touche pas que la femme. Ici, vous avez un tableau qui vous montre que chez les sujets de plus de 50 ans, on a à peu près 13% des hommes de plus de 50 ans qui vont, avant la fin de leur vie, avoir une fracture ostéoporotique. C'est plus important chez la femme. À peu près 40% des femmes de plus de 50 ans vont avoir une fracture ostéoporotique. On a vu que donc, les fractures ostéoporotiques et l'ostéoporose étaient fréquents. On va voir en quoi l'ostéoporose est une maladie grave. On sait qu'après l'exemple ici d'une fracture du col du fémur, 1 an après une fracture du col du fémur, on a à peu près un cinquième des patients qui meurent dans l'année. Donc 20% de patients qui meurent dans l'année qui suit une fracture du col du fémur. 30% des patients vont avoir un handicap permanent. 40% vont être incapables de marcher seuls. Et 80% des patients ne vont pas être capables de réaliser seuls au moins une activité de la vie quotidienne. Si on prend l'exemple aussi de fracture de vertèbres, on a une mortalité d'environ 20% à 8 ans. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était le problème aussi du coût, avec le coût qui est lié à la prévention et à la prise en charge aussi des fractures ostéoporotiques. La prévention, elle coûte à peu près 300 millions d'euros et la prise en charge des fractures liées à l'ostéoporose coûte plus de 3 milliards d'euros, tout confondu. Hospitalisation, prise en charge chirurgicale, arrêt de travail et tout ce qui est comorbidité secondaire et tout ce qui est morbidité du coup secondaire aux fractures. Une autre notion qui est importante, c'est cette notion de fracture sentinelle. On sait qu'après la fracture sentinelle, c'est la première fracture ostéoporotique qui va être annonciatrice de fractures ultérieures. Un patient qui a déjà fait une fracture, il va être plus à risque de faire des fractures par la suite. Et le risque, il est environ multiplié par 3.
Si on regarde sur ce schéma-là, un patient qui a fait une fracture du poignet, il va avoir un risque multiplié par 3 de refaire une nouvelle fracture du poignet controlatéral. Un risque multiplié par 2 de faire une fracture de vertèbre ou une fracture d'extrémité supérieure du fémur. Un patient qui a fait une fracture de vertèbre va avoir un risque multiplié par 4 de faire une nouvelle fracture de vertèbre. Et un risque à peu près multiplié par 2 de faire une fracture de poignet ou d'extrémité supérieure du fémur. Et enfin, quelqu'un qui a fait une fracture d'extrémité supérieure du fémur va avoir un risque multiplié par 1 plus de 2 de faire une fracture de vertèbre ou une fracture de l'autre extrémité supérieure du fémur. On sait que le risque de récidive fracturaire est maximal dans les premières années qui suivent la fracture sentinelle, et notamment dans les 3 premières années qui suivent cette fracture. D'où l'intérêt d'une prévention secondaire urgente. Donc, comme les récidives surviennent assez rapidement après la première fracture, la prise en charge doit être la plus précoce possible. Ce qu'on note aussi, c'est que plus de 50% des patients qui ont fait une fracture du fémur, on note qu'ils avaient déjà une petite fracture en fait prévalente qui aurait pu déjà nous orienter et peut-être orienter aussi au niveau de la prise en charge du patient pour éviter au maximum. C'est pas parce qu'on traite qu'on ne refracture pas par la suite, mais ça permet de diminuer le risque de refracture. Donc l'ostéoporose peut se dépister. Il convient de détecter la maladie et de la traiter avant qu'une complication ne se manifeste. Et elle doit aussi se traiter après une première fracture de fragilité osseuse. L'idéal, c'est plutôt de la prévention primaire plutôt que de la prévention secondaire, c'est-à-dire prendre en charge le patient avant la première fracture. Pour ce qui est de la prise en charge de l'ostéoporose et notamment la prévention primaire et le dépistage de l'ostéoporose, ça passe par plusieurs points. Par la recherche des facteurs de risque, par un bilan biologique qui va être prescrit par votre médecin, médecin traitant, médecin spécialiste, et par la réalisation d'une ostéodensitométrie. Pour ce qui est des facteurs de risque d'ostéoporose, là je vous les ai un peu mis en vrac, on va les voir un peu plus spécifiquement pour les patients qui ont des cancers de la prostate, les facteurs de risque de fragilité osseuse. Ça, c'est du coup, c'est chez les femmes et chez les hommes. Donc, il y a la ménopause, notamment la ménopause précoce, les antécédents personnels et familiaux de fracture, les gens qui ont un IMC, donc un indice de masse corporelle qui est faible, donc tout ce qui est petite taille et petit poids, ça va être des facteurs de risque de fragilité osseuse. La sédentarité, l'intoxication alcoolo-tabagique, un régime pauvre en calcium vitamine D, les traitements ostéotoxiques donc, qui sont néfastes pour l'os. En première ligne, on a la corticothérapie et on a aussi les antitumoraux dans le cadre du cancer de la prostate ou cancer du sein. Tout ce qui est pathologie inflammatoire, les cancers sont aussi pourvoyeurs du coup d'ostéoporose et après les facteurs de risque de chute. Il y a des signes avant-coureurs, des douleurs en particulier? Non, alors l'ostéoporose en elle-même n'est pas douloureuse, sauf si le patient a fait une fracture, auquel cas, du coup, la fracture va être douloureuse. Les seules fractures qui peuvent passer inaperçues et qui ne sont pas douloureuses, c'est les fractures de vertèbres. Il faut savoir qu'à peu près 60-66% des fractures vertébrales en fait, passent inaperçues. Donc, comment on fait en fait, pour un peu dépister ces fractures vertébrales passées inaperçues? On mesure en fait les patients entre 2 consultations où la taille actuelle, la taille par rapport à sa taille sur la carte d'identité ou à 20 ans. Et si on a une perte de taille assez importante, ça peut être les disques qui s'abîment ou parce que le patient se recourbe. Mais si on a une perte de taille importante, en fait, il conviendra d'aller faire quand même des radiographies du rachis dorso-lombaire pour ne pas méconnaître justement ces fractures vertébrales qui seraient passées inaperçues. Et qui ne sont pas douloureuses. Après, il y a des fractures de vertèbres qui peuvent être douloureuses, hein, mais on a à peu près 2/3 des fractures de vertèbres qui passent inaperçues et qui ne sont pas douloureuses. Après, quand vous avez des fractures du poignet, fractures du col du fémur, fractures de l'humérus, ça va être des fractures qui vont être douloureuses, qui vont survenir suite à une chute. Vous allez avoir une déformation, une douleur. Donc ça va en fait être symptomatique. En revanche, les fractures de vertèbres peuvent passer vraiment inaperçues. Le bilan biologique, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est du coup le médecin qui vous le prescrira. C'est une prise de sang à faire au laboratoire ou qui peut se faire lors d'une hospitalisation, par exemple, de jour. L'ostéodensitométrie, c'est cette machine qui permet en fait de déterminer
la masse osseuse, on mesure la masse osseuse au niveau du rachis lombaire et on mesure la masse osseuse au niveau du fémur. C'est un examen qui est très rapide, qui dure 10 à 15 minutes et qui est très peu irradiant par rapport à une radiographie de thorax. Une radio des poumons, c'est 8 fois moins irradiant qu'une radio de thorax. Alors pour ce qui est après de la particularité de l'ostéoporose dans le cancer de la prostate, donc habituellement ce qu'on a, c'est on a un certain équilibre entre la formation osseuse et la résorption osseuse. La formation osseuse, elle est faite par ces cellules ostéoformatrices qu'on appelle les ostéoblastes, et la résorption, elle est médiée par ces ostéoclastes, donc ces cellules osseuses de résorption. Dans le cancer de la prostate lié à de nombreux facteurs, on va avoir en fait un déséquilibre dans cette balance résorption-formation osseuse, et on va avoir plus de résorption osseuse que de formation osseuse. Sur ces cellules, notamment ostéoblastiques, donc ces cellules qui forment de l'os, on va avoir des récepteurs aux androgènes. Et ce qui va agir en fait ici dans le cadre du cancer de la prostate, c'est que la testostérone va avoir en fait une action en fait sur l'os. La testostérone en fait est transformée via l'aromatase en œstrogène dans les tissus osseux, ce qui intervient du coup dans cette perte osseuse quand on a du coup une diminution justement de cette testostérone qui est médiée par l'hormonothérapie, notamment les agonistes de la LHRH et les antagonistes de la LHRH. L'hormonothérapie qui est prescrite dans le cadre du cancer de la prostate, chez ceux qui ont une hormonothérapie. Donc, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est hormonodépendant, où est utilisée l'hormonothérapie ou la castration chirurgicale. Cette hormonothérapie ou la castration chirurgicale va entraîner une diminution de la testostéronémie, et cette diminution de la testostéronémie va entraîner cette perte osseuse. Cette perte osseuse, elle va être d'autant plus importante en fait la première année de traitement, et elle va être encore plus importante avec la durée du traitement. Plus vous avez une durée de traitement qui est longue, plus la perte osseuse va être importante. La prévalence de l'ostéoporose sous analogue de la LHRH, elle est entre 10 et 40% suivant les études. Dans le cadre de cette castration chirurgicale de l'hormonothérapie, on peut avoir un risque de fracture qui va être accentué en fait. Ce phénomène de fragilité osseuse, c'est que l'hormonosuppression va réduire la masse musculaire, et cette réduction de la masse musculaire va augmenter le risque de chute. C'est important pour tous les hommes de maintenir une structure osseuse de qualité, des os plus solides et un maintien d'une activité physique qui permet du coup d'améliorer aussi la qualité de vie, et ça permet du coup de préserver ce cercle de la santé. Ce qui est recommandé chez les patients du coup avec un cancer de la prostate et ayant eu une castration ou au début de la castration, c'est de faire une ostéodensitométrie. Ensuite, au niveau du traitement, on a des traitements donc, qui sont médicamenteux et non médicamenteux. On a des règles hygiéno-diététiques qui vont participer et qui vont aider aussi à maintenir du coup cette qualité et cette quantité osseuse. Pour ce qui est des règles hygiéno-diététiques, ce qui est recommandé, c'est une activité physique adaptée, une supplémentation par vitamine D et calcium, arrêter tout ce qui est toxique, tabac, alcool. Voilà, enfin, modérer du coup en tout cas le tabac et l'alcool. Les traitements, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais en tout cas en association à ces règles hygiéno-diététiques, on a de nombreux traitements qui sont disponibles, avec les biphosphonates, le denosumab, qui ont montré du coup en fait une efficacité à la fois sur la masse osseuse, sur la prévention du risque de fracture, sur l'amélioration de la qualité de vie. Et pour certains traitements, on a une diminution de la mortalité. Alors, le gros problème en fait, de ces traitements, et c'est vrai qu'au niveau des médias, il y a eu pas mal de communication dessus, c'était cette histoire un peu de tolérance de ces traitements anti-ostéoporotiques. Globalement, en fait, ces traitements anti-ostéoporotiques sont bien tolérés. Ce qu'on craint le plus, c'est cette histoire d'ostéonécrose de mâchoire, qui est pas mal sortie dans les médias, notamment dans les années 2000.
On sait que le risque il est possiblement observé dans les pathologies malignes, notamment les patients qui ont des lésions osseuses métastatiques, donc des cancers qui diffusent en fait au niveau de l'os. En revanche, dans la prise en charge de l'ostéoporose, il faut savoir que ces traitements anti-ostéoporotiques, il y a un risque qui est quasi nul d'ostéonécrose de mâchoire, qui est de 1 sur 100 000. Et donc, on peut être rassuré vis-à-vis de l'utilisation de ces traitements dans l'ostéoporose. Pour ce qui est de la prise en charge, on sait que la prise en charge de l'ostéoporose n'est pas très bonne. Il y a à peu près 20% de traitements adaptés chez les ostéoporotiques fracturés. Et donc, chez les gens qui ont des cancers de la prostate avec un risque de fragilité osseuse, la prise en charge est d'environ 10-15% selon les études. On sait que l'observance elle est meilleure après une hospitalisation pour fracture. Donc, là, un patient qui a déjà fait une fracture, chez qui on met en place en fait, une prise en charge de l'ostéoporose, l'observance du traitement et donc cette compliance au traitement est meilleure. Ou alors quand le traitement il est instauré par un rhumatologue. Pour ce qui est du suivi, on préconise un suivi clinique une fois par an où on reprend les facteurs de risque, on mesure le patient, un suivi bucco-dentaire tous les 6 mois s'il y a un traitement, puis espacé à tous les 12 mois si le suivi bucco-dentaire est bon, une surveillance annuelle de la vitamine D, une surveillance de l'ostéodensitométrie. Alors, pour conclure sur tout ce qui est ostéoporose et ostéoporose en général, c'est une maladie qui est fréquente, qui est potentiellement grave, qui est longtemps silencieuse. On a de nombreux traitements efficaces disponibles. Le dépistage est important et diagnostic et traitement indispensable, surtout après une première fracture par fragilité. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Oui. Est-ce que la bulletadine peut donner l'ostéoporose? J'ai pas entendu. Le médicament apalutadine. Non, c'est les anti-androgènes, les nouveaux anti-androgènes, ça ne développe pas tout ça. Non. Il faut y avoir des analogues au départ qui vont agir pour que ce médicament viendra en dernier recours, ou alors en métastase précoce, comme on cherche à le tester actuellement, et il viendra en dernier recours, et l'ostéoporose sera déjà constitué parce que vous aurez une hormonosuppression à base souvent de l'analogue de la HRA. C'est ça. Les médicaments en fait, qui sont pourvoyeurs du coup d'ostéoporose, c'est tout ce qui est agoniste de la LHRH ou les antagonistes de la LHRH. Là, c'est un anti-androgène, hein, c'est ça? C'est tout ce qui est Casodex, Firmagon, c'est les noms commerciaux. Des capeptides, des Danton, Zoladex, c'est des piqûres qu'on vous fait tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ce n'est pas les cachets que vous prenez en général. Pour ce qui est de la filière ostéoporose à Beausoleil, nous, ce qu'on propose, c'est une consultation avec un rhumatologue, donc les 3 rhumatologues de la clinique, avec un bilan biologique ou une ostéodensitométrie. Après, ce qu'on peut proposer aussi, c'est pour faciliter les choses et pour pouvoir tout regrouper sur une demi-journée ou une journée, c'est une hospitalisation de jour en rhumatologie. Donc, le patient vient le matin et il repart habituellement en fin de matinée ou en début d'après-midi. Lors de cette demi-journée, qu'est-ce qui est fait? On a le médecin et l'interne qui voient le patient pour reprendre un peu tous les facteurs de risque de fragilité osseuse. Une prise de sang, si possible, qui est faite en amont à domicile ou en tout cas en externe pour qu'on ait directement les résultats le jour de l'hospitalisation du jour. Si ça n'a pas été fait avant, l'infirmière piquera du coup le patient lors de l'hospitalisation du jour. L'ostéodensitométrie est faite lors de cette demi-journée. Ce qu'il y a aussi, c'est donc on voit en fonction de la taille du patient et des douleurs ou autres, s'il y a besoin de radio du rachis dorso-lombaire. La diététicienne passe aussi pour tout ce qui est apport vitamino-calcique, pour évaluer les apports vitamino-calciques et donner des conseils, en tout cas, sur l'alimentation et les apports calciques journaliers recommandés. Le kinésithérapeute va évaluer tout ce qui est troubles de la marche, facteurs de risque de chute, et l'infirmière fera de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, donc c'est le point qu'on développe là, l'éducation thérapeutique patient sur l'ostéoporose, qui est en train d'être développée, et on va faire des ateliers qui vont débuter du coup
courant 2020, plutôt février-mars 2020, on fait un bilan éducatif partagé lors de l'hospitalisation de jour, c'est-à-dire qu'on va demander aux patients un peu de quoi ils ont besoin, quelles sont les questions qu'ils se posent sur tout ce qui est prise en charge osseuse, qu'est-ce qui les intéresserait comme atelier. Et au niveau des ateliers ultérieurs que l'on va proposer, ça va être des ateliers sur la connaissance, les connaissances sur la maladie, les connaissances sur les traitements, qui se feront en présentiel du coup à Beausoleil, l'éducation sur les règles hygiéno-diététiques, ça peut être du coup une séance en externe avec le kinésithérapeute, une activité physique adaptée avec un étudiant qui fait du coup de l'APA et qui peut proposer des ateliers par exemple de marche nordique, en tout cas des ateliers adaptés aux patients. Prévention des chutes, ça ce sera aussi des ateliers avec le kinésithérapeute. Un atelier évaluation des aides à domicile qui sera fait par l'ergothérapeute et l'assistante sociale et développer aussi un atelier sur vivre avec l'ostéoporose avec la psychologie. L'éducation thérapeutique, ça se présente un peu sous forme assez ludique, où on essaye de vous expliquer de façon un peu simple la maladie, les traitements. Là, par exemple, je vous ai mis cette éducation thérapeutique qui peut se faire, par exemple, sur la maladie, avec ces cellules qui vont être là pour résorber l'os, et des cellules qui vont ici former l'os, les ostéoblastes et les ostéoclastes. On va voir avec le patient ce qui déminéralise l'os, par exemple dans le cancer de la prostate, ce qui peut être des facteurs qui vont aggraver du coup cette fragilité osseuse, ça va être le tabac, l'alcool, la sédentarité, la dysfonction endocrinienne, la suppression hormonale par les agonistes de LHRH. Vous pouvez avoir aussi de la corticothérapie et la radiothérapie. Et ce qui va renforcer l'os, ça va être plutôt l'exercice physique, les androgènes ou les œstrogènes. Le parpaing, ça va être le calcium, le ciment, la vitamine D, et le maçon, ça va être le médicament que l'on va vous prescrire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Après, les infirmières d'urologie, enfin pas les infirmières, pardon, les secrétaires d'urologie ont l'habitude de, en tout cas en consultation, post-consultation urologique, elles proposent, l'urologue du coup propose aux patients qui peuvent en fait bénéficier de ce type de prise en charge, une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation de 2 jours de rhumatologie, où on vous propose une date sur une demi-journée pour pouvoir faire justement ce dépistage ou cette prise en charge en prévention secondaire pour ceux qui ont déjà fracturé. Et on propose des dates. Là, du coup, les dates, elles vont être un peu plus début d'année du coup 2020. On a des dates pour début 2020. Et donc, elles vous donneront une date pour ceux qui, en tout cas, qui sont intéressés par cette hospitalisation de jour rhumatologique. Oui, il y a une question. Dans le cancer de la prostate, on recommande de prendre moins de laitage. Et on remplace par quoi? Alors, pour tout ce qui alimente, tout ce qui est apport calcique journalier, il n'y a pas que les laitages en fait qui apportent du coup. Sur la photo, il y avait que ça. Oui, après il fallait que je vous trouve une image, donc on a un peu stéréotypé. Mais il y a d'autres choses qui sont riches en calcium. Tout ce qui est eau riche en calcium, tout ce qui est Contrex, Courmayeur, c'est des eaux qui sont riches en calcium. Il y a aussi tout ce qui est algues qui sont riches en calcium. Il y a plein d'autres aliments qui sont riches en calcium autres que le laitage. Et ça, la diététicienne, elle pourra justement réajuster avec vous au niveau de l'alimentation. Oui. Je comprenais quand on avait un déficit osseux comme ça, oui, je comprenais qu'il n'y avait pas de traitement médicamenteux, que c'était uniquement une hygiène de vie, ce que vous nous avez présenté. Alors, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, tout ce qui est règles hygiéno-diététiques, en fait, c'est très important dans la prise en charge de l'ostéoporose, mais à elle seule, elle ne suffit pas. Quand il y a un patient qui a déjà fracturé, d'autant plus que le patient a déjà fracturé, il faut en fait un complément de traitement qui va en fait bloquer cette dégradation osseuse. Sinon, spontanément, en fait, votre masse osseuse, elle diminue, liée à cette sénescence osseuse. Pardon, qu'est-ce que vous appelez complément de traitement? Tout ce qui est les médicaments, par exemple les biphosphonates, le dénosumab, les traitements qui vont bloquer justement cette dégradation osseuse. Ah, si, il y a des traitements qui sont efficaces justement sur la masse osseuse et sur la prévention aussi fracturaire. Pourquoi c'est pas des conseils consommation de lait de vache?
Alors, il y a toute une polémique sur tout ce qui est le calcium, tout ce qui est le lait de vache, le lait en général même. Est-ce que le lait, en fait, est bon ou pas? Après, il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas d'études vraiment très bien faites qui permettent de... Tu avais un commentaire à... Ouais. Parce qu'il y a autour de l'alimentation, c'est vrai qu'il y a eu toute une discussion autour avec des publications sur le lait qui n'est pas bon, le calcium qui n'est pas bon. Mais en fait, scientifiquement prouvé, il n'y a rien qui montre en tout cas que le lait de vache est néfaste. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas en consommer en excès, comme il ne faut pas en... Voilà, exactement. Il ne faut pas en consommer en excès, mais après, si vous en consommez en fait sur des quantités qui sont modérées, 1 verre par jour, il n'y a pas du tout d'effet néfaste en fait de ce lait de vache. Après, vous avez d'autres laits. Vous avez du lait de brebis, vous avez aussi du lait de chèvre. Mais le lait de brebis va être plus gras, par exemple, mais plus riche en calcium. Et notamment, par exemple, la calcium, c'est vrai qu'on parle de vitamine D, mais on parle rarement de potassium. Oui. Apparemment, potassium est un facteur nécessaire pour absorber le calcium. Alors, non, ce n'est pas le facteur qui est essentiel, en tout cas. C'est surtout la vitamine D qui va permettre d'absorber le calcium. Après, le potassium, ce n'est pas celui qui va être indispensable, en tout cas pour l'absorption calcique. C'est sûr qu'après, il faut que vous ayez un potassium qui soit dans la normale. Il faut voir le soleil pour fixer la vitamine D aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau des sources de vitamine D par l'aliment, c'est tout ce qui est poisson gras ou alors de l'huile de foie de morue, mais après sinon on n'a pas beaucoup d'aliments qui sont très riches en vitamine D. Rien n'est poison, tout est poison, tout est dans la dose. Paracel, c'est ça, 2000 ans. C'est important. Là, on différencie aussi de ce qui est de la prise en charge de l'ostéoporose, éventuellement induite par les traitements anticancéreux de la prostate, mais aussi la prévention des cancers de la prostate. C'est vrai qu'on dit que le laitage en excès des glandes grasses favoriserait la survenue du cancer de la prostate. Et c'est fait sur des études qui sont très difficiles à mener, parce que les populations ont un délai très important pour obtenir un résultat. Globalement, on sait qu'il faut limiter ça. C'est tout l'intérêt de voir les nutritionnistes qui font le bilan de votre mode d'alimentation et vont après rebasculer pour vous faire des propositions pour être dans la règle qu'on imagine être la bonne actuellement. Ceci étant, la démonstration n'est pas toujours facile. Et là, ce qui vous a été posé par, c'est la part de rhumatologie dans l'éducation thérapeutique qui est menée ici, pour les cardiologues, parce qu'on sait que les traitements qu'on va proposer vont parfois inclure des cours de cardiologie. Il y a tout ce qui est nutrition, enfin, tout ça, c'est un chapeau complet qui cherche à prendre en compte tous les aléas de la maladie prostatique et des traitements pour obtenir une diminution des risques qu'on peut connaître parce que le traitement va bien se faire. Alors oui, c'est vrai que j'en avais pas parlé de cette évaluation cardiologique. On regroupe, on a vu, donc ça a été vu avec des urologues, lors de l'hospitalisation de jour de rhumatologie pour pouvoir faciliter les choses et pour prendre en charge assez globalement en fait le cancer de la prostate. En plus de toute l'évaluation rhumato, ici, on a intégré aussi la consultation cardiologique, en fait. La consultation cardiologique pour les patients qui n'ont pas de suivi cardio, pour justement prendre un peu en charge ces facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, souvent, ces hospitalisations de jour, elles se font le vendredi, et on a la consultation cardiologique qui est intégrée aussi pour les patients qui nécessiterait une prise en charge, une évaluation en tout cas cardiaque. Après, le dernier point, un petit point rapide dont j'ai pas parlé dans la présentation, c'est surtout la prise en charge de métastases osseuses dans le cadre du cancer de la prostate. C'est vrai qu'on nous les envoie aussi en hôpital de jour. C'est le cancer de la prostate, du coup, qui s'est disséminé au niveau des os. Le risque, en fait, c'est qu'il y ait des disséminations au niveau d'autres os et le risque fracturaire aussi. Sachant que pour ces métastases osseuses, on a aussi des traitements à visée osseuse qui sont efficaces dans le cadre de la prévention de la dissémination à d'autres os et la prévention des fractures. Après, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on fait un peu plus attention sur le plan dentaire quand il y a des métastases osseuses. Avec un suivi dentaire beaucoup plus rapproché, une évaluation dentaire beaucoup plus on va dire, surveillée. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Thierry. Vous voyez que